Les gens sont ignorants, se sentent menacés. C'est une très bonne Noël. Disons qu'il y a trop d'étrangers. Le vivre ensemble, c'est de la foutaise. Moi, je pense que vraiment aucun extrême n'est bon. Bonjour à tous. Depuis quelques années, le Rassemblement national gagne en popularité en France et on le sent en ce moment avec les élections européennes qui se dessinent où leurs intentions de vote sont à 30%, loin devant leurs concurrents, mais également avec un Jordan Bardella qui gagne de plus en plus en popularité sur les réseaux sociaux. On va discuter de ce phénomène ensemble. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je me permets de vous embêter, je fais un petit reportage sur l'actualité. J'ai une question qui est simple, on verra. Il y a les intentions de vote en ce moment qui sont sorties pour les européennes et le Rassemblement national est loin devant les autres, à 30%. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène ? Nous, on a fait des études européennes en fait, donc ça fait 10 ans qu'on est au courant du fait. C'était déjà le premier parti en 2019, c'était le premier parti en 2024, donc on est juste sur une pente descendante. C'est un parti populiste qui dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, et Marine Le Pen a fait toute sa campagne des présidentielles de 2022 sur le pouvoir d'achat, et ils ont refusé avec En Marche de voter l'augmentation du SMIC, donc en fait c'est un parti populiste. Peut-être une majorité qui un petit peu dans leur sens actuellement, donc ça n'aide pas. C'est fort probable que ce sera le parti qui ressortira en premier en France aux européennes. Après, c'est à mettre en perspective, je pense aussi avec les autres pays de l'Union européenne où la France n'est pas une exception, c'est un peu dans la grande lignée des autres pays européens, comme les Pays-Bas par exemple, qui sont un peu dans le même genre. Donc c'est pas surprenant, même si on faut faire bouger les lignes, on travaille nous au niveau européen. Moi je travaille à Strasbourg, au siège du Parlement européen. Et on fait de la sensibilisation au vote sans partisanisme, mais on en fait donc au quotidien là jusqu'au mois de juin pour que la population aille voter. L'électorat du Rassemblement national va voter, contrairement à d'autres électorats. Donc faut pouvoir sensibiliser les gens à l'importance du vote aux européennes et on essaye de le faire au quotidien. Je n'adhère pas forcément aux idées de pourquoi, mais je pense pouvoir comprendre pourquoi c'est plus en tête au niveau du Rassemblement national. Moi aussi. Par rapport pas à la propagande, mais par rapport aussi à ce qu'on nous montre tous les jours aux informations. Bien entendu, on va toujours nous montrer les mauvais côtés et on va rarement nous souligner les bons côtés. Je vais parler par exemple d'une communauté en général, que ce soit dans les banlieues. On va jamais nous montrer les bons côtés, ce qui peut se passer, la générosité, tout ce qui peut se passer. On va surtout nous montrer les gamins en bas en train de dealer, en train de tout casser. Et je peux comprendre des personnes qui ne vivent pas ça et qui n'habitent pas dans ces endroits, qui sont extérieurs à ça, qui vivent en campagne ou quoi, qui tombent tous les jours là-dessus. À un moment, ils ont un ras-le-bol et ils votent en espérant, entre guillemets, que ça soit la solution. Mais je pense pas que ça soit la solution. Je pense que c'est vraiment une solution interne. Et peu importe le parti, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Voilà. Il y a aussi une vraie montée des incivilités, ça c'est sûr. On s'en rend compte, moi j'habite en ville depuis 23 ans. J'habite au Brotteau exactement, entre la Part-Dieu et les Brotteaux. Et je le vois quand même qu'il y a de plus en plus d'incivilités et je peux comprendre que ça devient insupportable. Et du coup, il y a des personnes qui, par manque entre guillemets de moyens un peu démunis, se disent on va voter extrême droite en espérant que. Moi je pense qu'aucun extrême, ni gauche ni droite, est bon. Et même en termes d'économie, vu la conjoncture économique de notre pays actuel, je suis pas sûr que c'est un parti d'extrême qui puisse régler tout ça. J'ai quand même appris au fil de mon cursus que en fait, quand tu as une économie qui part un peu en cacahuète, tu as la montée des extrêmes évidemment, parce que tu as la montée du populisme et toute l'attention est reportée sur l'immigration, les sujets qui occupent un petit peu justement le temps de parole et l'audimat d'extrême droite. Et donc forcément, tu as beaucoup plus de tendance à te déporter sur ces sujets-là. Quand tu as une baisse du pouvoir d'achat, des crises économiques qui sont exacerbées par plein de sujets, c'est vraiment multifactoriel. L'attention d'un certain nombre de gens se porte vraiment sur des sujets qui eux les frustrent et ils ont l'impression que l'origine de leur mal vient de ça, typiquement l'immigration, la politique migratoire. Et donc je pense que ça séduit énormément un bon nombre de gens qui sont fervents de ce genre d'argumentaire-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a autant de gens sur les réseaux sociaux, voire même dans l'électorat en général, qui sont contre l'immigration selon toi ? Je pense que c'est une question qui est un peu éternelle. Il y en a beaucoup, je pense, qui ont peur de la perte de leur identité. Donc l'identité française, ou en tout cas l'image qu'ils s'en font. Et l'impression d'être dépossédé un peu de ce truc-là au fil des années. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je pense que c'est très complexe et ça demande de prendre vraiment beaucoup de recul. Je ne suis pas certain d'avoir la réponse là-dessus.
Mais ouais, je pense que c'est la genèse d'une frustration qui va dans ce sens-là, quoi. Effectivement, j'écoute, et quand j'écoute le discours de l'extrême droite, si on ne regarde pas les gens que l'on exècre physiquement, quand on écoute le discours, ça se tient. Et on est obligé d'être d'accord. Mais c'est dommage que dans un pays démocratique comme la France, terre des hommes, on a ouvert les frontières. C'est une très bonne chose, je suis pour la solidarité. C'est mon métier quotidien. Tu travailles dans quoi? Je fais de l'accompagnement socio-professionnel sur les publics en rupture. Donc la misère du monde, je la vois tous les jours. Et il y a déjà trop fort longtemps, c'est bien de faire rentrer des gens. Mais avant de faire rentrer des gens, il faut savoir si ceux qui sont déjà là ont déjà un toit, à manger et du boulot. Voilà, et le fait de faire rentrer des gens, de les parquer dans les extérieurs d'une ville, font que les gens sont déracinés et que, forcément qu'ils gardent leur culture. Voilà, donc je ne suis pas persuadée, et ça, ce genre de comportement avec les Français de souche, forcément, tout se mélange, le vivre ensemble, c'est de la foutaise. C'est ce genre de migration extrême dans ce pays qui, qui font grossir le racisme. Voilà. C'est une très bonne nouvelle. Je vous écoute. Ah, comment dire ça poliment. Disons qu'il y a trop d'étrangers. Tout simplement. Vous pensez qu'ils vont réussir à... Non, malheureusement non, il y a tous les gauchistes encore qui vont faire la merde, mais on n'y arrivera jamais. Et c'est juste pour les étrangers, vous pensez que c'est une bonne idée? Oui. Si vous pouvez développer, pourquoi est-ce que c'est un problème les étrangers en France pour vous? Regardez les infos, ça suffira. Nous, on vient déjà d'une ville où l'extrême droite est passée. Vous venez d'où? Perpignan. Et donc, moi j'ai quitté, j'habite à Lyon maintenant, mais je vois très bien les amis, ce qu'ils subissent, ce qu'ils vivent là-bas. Déjà la culture. En fait, au début, quand Louis Alliot, c'est quand même l'ex-compagnon de Marine Le Pen qui est en place. Et le truc, c'est que au niveau de la culture, tout le réseau associatif est en train de péricliter. Ils ont mis des barrières énormément. Et étrangement, ils ont laissé des zones qui étaient aux mains des trafiquants de drogue, par exemple, dans des zones bien connues. Ils ont laissé en place pour que les choses pourrissent bien, comme la politique des anciennes mairies, que ça pourrisse bien et que ça permette d'avoir un visu sur vous voyez, ça c'est mal, il faut le combattre. Mais ils le laissent pour bien montrer qu'il faut. Mais de l'autre côté, en fait, ils enlèvent toutes les subventions à la culture, ils enlèvent toutes les subventions au social. Et du coup, ça fait qu'il y a de plus en plus de difficultés de ce côté-là par rapport à la jeunesse, par rapport aux artistes qui sont de moins en moins écoutés, etc. Voilà. C'est un peu c'est ce qui s'est passé aussi à Béziers avec Ménard. Ce qui est un peu reproductible toujours, c'est on garde l'argent pour des choses et pas que l'argent aussi, des possibilités d'ouverture à des choses. On ferme et on garde pour soi des entre-soi. Et voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe à Perpignan en ce moment. Les gens sont ignorants, se sentent menacés dans leur niveau de vie. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ils se tournent vers des idées populistes qui sont évidemment pas des explications ni rationnelles ni fondées sur des faits, très souvent, ou des données actuelles. Et donc, voilà, ça s'explique aussi par beaucoup de désinformation dans laquelle on vit. Je dirais ça, c'est un point assez principal, je pense. Et pourquoi, à votre avis, justement, les partis plus classiques, gauche, extrême gauche ou droite, n'arrivent plus à séduire aujourd'hui les Français? Pourquoi ils se tournent justement du côté de l'extrême droite? Qu'est-ce qu'ils ont qui arrive à les faire plus s'accrocher? Je pense qu'il a aussi le côté lié à l'économie, au mode de vie. C'est-à-dire que les conditions de vie sont de plus en plus difficiles, dans le sens sont plus chères. Et ça fait que les gens sont menacés pour leur poste de travail. Donc il y a là cette force populiste qui monte, qui fait le sens que ce qui vient de l'extérieur, c'est la peur, dans le sens que ne va pas t'aider à avoir la stabilité ou une bonne condition de vie économique. Donc il y a toute une question d'ouverture, une question de compréhension, parce que
l'Europe, c'est un continent d'immigration depuis des siècles et des siècles. C'est pas maintenant comment changer la vie parce que tout est construit par des bases, des piliers, des gens qui sont venus d'ailleurs. Ce que c'est important, c'est vraiment d'ouvrir un peu le contexte de l'économie pour qu'on arrive à trouver des conditions de vie, essentiellement de post-travail, qui sont adaptées à la population. Donc c'est pas seulement en France, c'est pas seulement en Europe, c'est un peu partout. Donc voilà. C'est dur à dire, je crois que PS et droite traditionnelle sont un peu mortes, et de toute façon, droite traditionnelle sûrement propose la même chose finalement que Rassemblement National. Donc ça fait même un argument pour le Rassemblement National, quoi. Ok, ils nous reprennent les mêmes arguments, donc autant voter pour nous. Et ouais, après, gauche-gauche, Mélenchon, sûrement qu'il a été décevant sur les derniers événements, la Palestine, ce genre de choses, donc je pense que lui c'est un peu trop décrédibilisé. C'est la déception faite par l'histoire politique en fait, surtout. Je pense qu'il y a beaucoup de déceptions quand on voit les 49.3 à outrance, quand on voit des lois qui passent à 3 h du matin, quand on voit que toute l'opinion publique, quand on voit que toute l'opinion publique est contre une loi et qu'ils la font quand même passer, voilà, derrière le Front National se présente en disant qu'ils écouteraient plus le peuple et qu'ils iraient plus dans le sens du peuple que dans le sens de la politique intérieure. Les gens se disent que ça sert à rien d'aller voter puisque de toute façon quand je vote, les idées que j'ai souhaité mettre en avant ne le sont pas politiquement, peut-être. Et puis on a une gauche très divisée, notamment sur la question de l'Europe. Donc on ne peut pas avoir une liste unique de la gauche aux européennes. Ce qui fait que le vote est très éparpillé et que à gauche, oui, il y a beaucoup de jeunes, tout ça, qui vont peut-être moins voter en ayant l'impression que ça sert à rien. Beaucoup de plus, pas que des jeunes d'ailleurs. Donc, et on ne voit pas vraiment ce que fait l'Union européenne non plus. Donc on ne se rend pas compte de... Voilà, donc il y a au niveau du Rassemblement National une forte diabolisation et donc ceux qui sont contre y vont, mais ceux qui sont plutôt neutres ou qui n'ont pas vraiment d'avis n'y vont pas forcément parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance de ce niveau-là. Il y a peut-être une impression qu'on a déjà un peu tout essayé et que du coup les gens se rabattent sur quelque chose qui n'a pas encore été testé, mais c'est inquiétant, quoi. Pourquoi tu trouves ça inquiétant justement ? Parce que c'est un mouvement d'extrême et qui portent sont pas non plus, sont pas des idées humanistes où on partage, où les gens partagent des valeurs communes. En tout cas, c'est l'image qu'ils donnent. Ouais. Maintenant, ils tendent à lisser leur discours, mais quand on remonte quelques années en arrière, on sait bien que leurs idées sont quand même basées sur la haine et la peur de l'étranger, et ça, pour moi, c'est problématique. On a eu Sarkozy à l'époque, qui aujourd'hui a été jugé aussi pour des faits ultérieurs. Il est sous bracelet électronique. Il y a eu quand même pas mal de choses, je pense, auparavant, sur les deux partis. La droite est quasi inexistante aujourd'hui. Moi, je pense qu'un Éric Ciotti, il n'y a aucune crédibilité. On avait M. Édouard Philippe, mais dernièrement, il y a eu des perquisitions aussi chez lui. Vous voyez, dans son bureau, il y a aussi pas mal de choses qui, malheureusement, moi, je trouve, les décrédibilisent. Le Front National aussi, il y a quelque chose, mais ils arrivent toujours à s'en sortir un petit peu, et à redorer toujours un petit peu leur image. Moi, je trouve que carrément, ils arrivent tellement à redorer leur image qu'on arrive même à oublier que c'est un parti d'extrême. Aujourd'hui, on considère la droite, quand on parle de droite, on parle de Bardella, alors que c'est l'extrême quand même. Voilà. Moi, je vois plus trop de socialisme dans le Parti socialiste, et je vois plus trop de côté très libéral comme on pouvait le connaître sur les partis de droite classiques. Donc, je pense que les partis qui se révèlent aujourd'hui, c'est des extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite, parce que justement, il n'y a plus de partis qui se révèlent ailleurs. Donc les gens s'orientent aussi logiquement et maladroitement vers des partis qui sont plus durs. Voilà. Ouais, moi je suis pour le coup d'accord aussi avec toi, puis je pense aussi que les gens se disent de toute façon ni gauche ni droite n'a réussi, donc on va aller vers les extrêmes parce qu'on parle de l'extrême droite, puis il y a aussi l'extrême gauche en fait. Et au final les gens aujourd'hui sont plus tiraillés entre les deux en se disant ça. Malheureusement je pense qu'aussi la grogne fait que les gens par nature se ressentent vers ce qu'ils pensent être le cœur de leur nation, au lieu de s'ouvrir et de penser qu'en fait c'est pas du tout le problème, c'est pas les autres, c'est la communauté globale. Et qu'il faut avancer ensemble. Et aujourd'hui, on le voit bien, les gens sont quand même moins ensemble qu'avant, quoi. Enfin, en tout cas, plus individuel. Ouais.
beaucoup plus, quoi. Il y a une désaffection générale de la politique, hein, donc ça c'est une chose générale dans les démocraties, mais en particulier en Europe. Notamment les jeunes. Donc il y a vraiment un désengagement, et ça c'est parce qu'on est dans une société d'hyperconsommation capitaliste, etc. où finalement on s'amuse plus à être sur les réseaux sociaux, enfin je parle pas de notre génération, mais de la plus jeune génération, et finalement il y a un genre de déresponsabilisation par rapport aux affaires politiques, aux affaires publiques, etc. Et donc ça crée une base, je dirais, un peu mal informés, ou en tout cas avec peu d'intérêt d'être bien informés, et du coup beaucoup plus susceptibles de tomber dans dans le vote populiste, qui finalement a tendance à appeler, déjà à communiquer plutôt des fausses vérités, et en plus à parler le langage, je dirais, de justement ces secteurs de la société qui ont une désaffection générale pour la politique, et finalement arriver à convaincre tout le monde que oui, les partis classiques, en fait, c'est que des élitistes, et que c'est des gens qui vivent pas dans la réalité, et donc il n'y a que eux qui représentent la réalité des gens. Est-ce que c'est quand même pas un peu vrai que la plupart des politiciens aujourd'hui vivent quand même dans une sorte de caste un peu déconnectée Oui, ça c'est sûr, en tout cas dans ce pays, oui. En partie, ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut renouveler l'engagement. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'activisme au niveau de la société civile pour vraiment faire en sorte que les gens se réengagent, que les jeunes surtout se réengagent dans la politique, mais avec un vrai engagement à vouloir changer les choses et pas s'accommoder du status quo. Mais c'est clair que les classes politiques, surtout les générations plus âgées, sont complètement déconnectées de la réalité que vivent les jeunes d'aujourd'hui, ou même les classes moyennes ou les classes plus humbles, ça c'est clair. Je veux dire, de toute façon, ils sont tous formatés pareil, ces grandes écoles, ENA et compagnie. Alors ceux qui ont eu un mandat local, ils se sont rapprochés de certaines réalités locales, mais c'est pas non plus du grassroots société civile. Donc c'est clair qu'on reste dans un modèle qui est finalement quand même plutôt vu par le haut plutôt que vu par le bas. Là, je sais pas, je pourrais pas trop répondre là. Ouais. Ouais, c'est un peu. Vous fumez un en plus. Ouais, je vais passer. Ouais, c'est pas grave, j'en ai pas. Et qu'est-ce que vous imaginez du coup comme vision de la France si l'extrême droite passait par exemple en 2027 ? Alors déjà l'extrême droite ne pourra pas tout faire parce que je pense pas qu'il serait majoritaire à l'Assemblée ou au Sénat. Mais comment ? Je pense que ça serait encore. Il y aurait des contrôles un peu plus durs. Ça serait un peu, ce serait un peu plus dur. Il y aurait peut-être plus de présence policière dans les banlieues. Actuellement, on a vu que M. Darmanin a voulu resserrer justement dans les banlieues. Je ne sais pas si ça a réglé grand-chose, en sachant qu'il veut stopper le deal. Mais aujourd'hui, il y a des groupes Telegram, WhatsApp, où les mecs livrent. Donc même si c'est plus en bas du bâtiment, ça continuera toujours. Donc je ne sais pas si ça va régler grand-chose. Mais franchement, je ne pourrais pas vous dire. Tant qu'on ne l'a pas vu, on ne pourra pas savoir. Mais je pense en tout cas que même s'ils ont plusieurs idées de loi en tête, il y a une grosse partie qui ne pourra pas passer parce qu'ils ne seront pas majoritaires de toute façon. Ouais. Vous savez, on a des grands pays dans ce monde où les présidents se sont fait tuer. Vous imaginez que ça puisse arriver ? Si effectivement il y a un passage de l'extrême droite en France, la démocratie est morte et ça va devenir une dictature. Et on dit que la France est un des pays les plus civilisés au monde. Et d'une manière ou d'une autre, le peuple est toujours plus nombreux que les puissants de ce pays. Et la démocratie avec Emmanuel Macron actuellement ? La démocratie, elle est... Alors, que veut dire démocratie ? La démocratie, c'est que chacun peut s'exprimer comme il veut. C'est ça que vous voulez en dire. Et moi, je trouve effectivement que dans ce pays, la démocratie est bafouée. Je ne mets pas en cause le président de la République actuelle. Ce que je mets en cause, c'est que dans ce pays, on perd les valeurs de la République. La démocratie permet que l'on puisse singer le président de la République. Et je trouve que le bafouer la démocratie, c'est manquer de respect. Je pense que la France a perdu les valeurs de la République. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Déjà au niveau des droits des femmes, ils sont extrêmement conservateurs. Donc, IVG, maintenant, il y a la liberté qui est inscrite
la Constitution, mais si les subventions au planning familial et toutes ces associations s'arrêtent concrètement, la liberté d'avorter risque de rester des belles lettres sur du papier, quoi, surtout dans les zones moins urbaines, plus reculées, où il y a moins de médecins. Et après, je pense que au niveau international, ça compliquerait beaucoup de relations. Et je pense qu'il y a un mythe du grand pays de la France. Il faut qu'on arrête de croire ça. On n'est plus en 1790. On n'est plus rien tout seul. Et que si on ne garde pas ces relations internationales, ça va être très compliqué. Et ça, pour moi, ça ne va rien amener de mieux. Et ça met en danger un certain nombre de libertés pour les femmes, pour les personnes. On a toutes les deux des conjoints qui ne sont pas de nationalité française. Donc voilà, est-ce qu'ils peuvent rester? Est-ce qu'ils ne sont pas dans les pays phares, je pense. Moi, il est espagnol, donc c'est l'Union européenne. Mais quand même, si on remet en cause la liberté de circuler, tout ça, ça remet en cause beaucoup de choses, moi, dans ma vie quotidienne, qui me font très très peur. J'aurais plutôt peur, moi, justement, de ce côté, la ségrégation, mais vraiment qu'il y ait vraiment deux peuples, ou 3 ou 4 ou 5 en fonction des nationalités des personnes, et pas... vraiment ce côté-là, plutôt qu'en fait, juste des Français, quoi. Et c'est plus ça, moi, qui me ferait craindre l'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, ils paraissent très gentils. Quand on les voit, l'image est très lissée, etc. Et c'est plus cette partie-là que je craindrais, parce qu'on le voit dans les autres extrêmes finalement, que ce soit en Italie ou autre, c'est quand même, la haine est quand même vraiment montée d'un cran parce qu'elle est beaucoup plus démocratisée. Et moi, c'est plus ça que je craindrais, limite de devoir choisir des camps alors qu'en fait, il n'y en a pas à choisir, en tout cas de mon sens. Je pense que ces partis d'extrême, la droite comme la gauche, en fait, ne sont pas des partis qui sont faits pour prendre le pouvoir, parce que je pense qu'elles ne sauront pas quoi en faire. Elles sont juste là pour déranger, pour appuyer là où ça fait mal, mais sans réelle conviction d'aller au bout. En tout cas, moi, ce que je crains, c'est que si ça va au bout, ces partis-là ne sachent pas comment diriger un pays, parce que manque de bagage politique, manque de bagage en termes d'expérience. Même si c'est des gens qui sont tous très compétents, à la droite comme la gauche, comme l'extrême droite comme l'extrême gauche, et donc qui sont brillants, mais faits pour régner, je ne suis pas certain. Voilà. Vous imaginez quoi comme évolution de la France si un jour le Rassemblement national passe? Je sais pas trop. Rien de bon. Franchement. Non mais pourquoi justement? Parce que je crois pas en eux, parce que je pense qu'ils n'ont pas de projet, parce que je pense que c'est beaucoup de blabla, sans grande idée derrière. Moi, quand je les écoute, ils me convainquent pas parce que je trouve qu'ils enfoncent des portes ouvertes et que je comprends pas en fait ce qu'ils vont faire. Ils sont là en train de promettre monts et merveilles à tout le monde, mais je comprends pas comment ça va pouvoir arriver, quoi. C'est du vide en fait un peu pour toi. Pour moi, oui. Pour moi, il n'y a rien. Pour moi, le Rassemblement national, c'est pas différent du Front National ou de Jean-Marie Le Pen, etc. Moi, j'ai pas oublié d'où ils viennent. Donc, pour moi, c'est pas un nouveau parti qui nous propose quelque chose de nouveau. C'est le Front National rebrandé, quoi. Donc, pour moi, j'ai toujours le même avis qu'il y a 20 ans les concernant. Il y a peut-être l'aspect écologique aussi, sur lequel ils ont des idées très conservatrices. On pourrait. Alors déjà qu'avec Macron ça progresse pas beaucoup, mais là on pourrait peut-être revenir en arrière sur certaines avancées qu'on a pu avoir. Et du coup, il y a aussi Jordan Bardella qui gagne beaucoup en popularité. Je crois que c'est le politicien qui a le plus d'abonnés sur les réseaux. Il est dans le top 30 des célébrités préférées des Français de cette année, je crois, et c'est le seul politicien à y être. Donc c'est quand même... Pourquoi cette popularité? Moi je pense qu'il y a l'esprit aussi, le fait qu'il soit jeune, qu'il soit dynamique. Plutôt bien pour la plupart des gens, qu'il a l'air de comprendre, il a l'air de divulguer une bonne image, une image un peu neuve du Rassemblement national. Après, moi j'ai toujours un peu de réserve sur ce parti et je me dis toujours que c'est un peu de la poudre aux yeux qu'on nous montre, etc. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'on entend beaucoup parler de lui, c'est ce côté jeune, frais, qui inspire une sorte de renouveau, là où dans d'autres partis on voit même pas de nouveaux visages, de visages frais, de visages jeunes. Donc je pense que c'est de là que ça vient. La vision elle est très lissée parce que c'est ce qu'il montre. Après pour moi ça restera toujours l'extrême droite et donc quelque part plutôt typé serpent en mon sens, mais tout comme l'extrême gauche. Donc c'est pas... Oui bien sûr qu'ils disent plein de choses qui peuvent être en plus des fois potentiellement reprises, mais l'étiquette extrême droite me fait toujours... c'est ça. Par contre il maîtrise très bien la com. Je pense qu'il est brillant au demeurant.
Mais l'extrême droite, donc non. Ouais, je suis un peu de cet avis. C'est un mec brillant, comme Jean-Marie Le Pen l'était. C'est quelqu'un de brillant, de taré, mais de brillant. Et je pense que Jordan Bardella a un bel avenir devant lui dans la politique, clairement. Parce que c'est quelqu'un qui a un cerveau qui est très bien fait. Et il ira très loin. Moi, c'est pas mon bord politique, mais il est compétent dans le marketing, dans la com, dans la manière de s'exprimer, dans sa visibilité. Il a aussi ce côté où il vient pas comme beaucoup de macronistes type Gabriel Attal des beaux quartiers de Paris. Voilà, il vient de la campagne, il connaît. Il arrive à toucher cet électorat-là, il est plus proche des gens et du coup, oui, je pense qu'il est très très dangereux et il a ce côté où il a l'air très sympathique, il est agréable et du coup, voilà, cette dédiabolisation pas du Front National, du Rassemblement National, il l'incarne réellement. Et puis je pense qu'il a vraiment été formé aussi pour ça. Quand on connaît un petit peu son parcours, très jeune, il s'est un peu engagé en politique, tout ça. Et je pense que oui, le Front National a trouvé, entre guillemets, la bonne personne pour redorer un peu son image, puisqu'on a toujours eu l'image de Jean-Marie Le Pen qui était vachement crue. Après, on a eu Marine qui a essayé un peu d'adoucir un petit peu les propos de son père qu'il a pu sortir auparavant. Et aujourd'hui, Jordan Bardella, oui, il se présente, il est quand même souriant, beau gosse, souriant, toujours présentable, jeune. Je pense que oui, je pense qu'ils ont bien choisi. Comparé par exemple de l'autre côté où l'extrême gauche où eux ils choisissent un petit peu des brels. Donc ouais, moi je pense vraiment qu'il y a ce côté jeune, dynamique qui joue beaucoup aussi. On voit qu'en plus c'est vrai qu'il y a des jeunes qui même viennent chercher des autographes, ce genre de choses quand il est là. Donc est-ce que c'est plus un phénomène qu'un vrai politique, je sais pas. Il n'y a pas vraiment d'expérience non plus, ni d'études spéciales dans la politique. Donc je n'ai pas d'avis particulier, mais il reste RN, donc c'est pas parce qu'il embellit bien le truc qu'il faut se laisser prendre, peut-être c'est ce qui se passe aussi. J'ai entendu dire qu'il avait des personnes qui lui apprennent à bien communiquer. Déjà, oui. Qu'il est très aidé. Donc c'est un petit perroquet pour le moment. Et comme personne ne le connaît et qu'il est jeune, la seule chose de certaine, ça serait que justement parmi les informateurs, ça soit un peu plus différencié que Bolloré qui ont tout. Et sa sœur aussi, ça sent mauvais. Tout ce beau monde. Ça marche. Tout ce beau monde qui se congratule, qui se serre des mains, qui se donne des petites aides. Et qui profitent de la France. Et qui profitent de la France. Beaucoup. C'est pour le coup des profiteurs qui sont là-haut. Est-ce que vous avez déjà écouté justement Jordan Bardella s'exprimer? Non, je n'écoute plus. Je n'écoute plus. Parce que les discours qui sont tenus en haut lieu, je m'informe bien évidemment, le Hamas, la guerre en Ukraine et tout le tremblement, mais chaque jour que je vis, je m'occupe de ma ville et de la misère de ma ville. Donc on peut me mettre qui on veut à la présidence, des gens qui ont faim, qui ont froid, qui n'ont pas de boulot et qui sont en rupture totale et qui s'adonnent à différentes addictions. Ça, c'est mon terrain de jeu. Voilà, donc j'ai compris très tôt que je mettais des coups d'épée dans la mer. J'ai voulu sauver le monde très longtemps. Le monde est trop grand pour moi. Donc, si je peux adoucir la douleur qui m'entoure, c'est ma mission. Il faut quand même bien constater que depuis le choc pétrolier de 1973 et avec le dernier budget voté à l'équilibre en 75 et 76, il faut bien voir qu'on a quand même vu l'incapacité de toutes les élites dirigeantes, gouvernements successifs les uns après les autres, ils n'ont pas pu répondre aux attentes des Français. D'où un mécontentement, d'où la montée de cette extrême droite qui s'est nourrie à la fois de la crise économique, du problème migratoire, de la fin de l'Union soviétique, de l'affrontement entre le monde occidental et le monde arabo-musulman, et jusqu'à maintenant avec l'actuel conflit entre Israël, Gaza et entre la Russie et l'Ukraine. Tous ces aspects
qu'ils soient d'ordre politique, national ou international, alimentent le discours de l'extrême droite. Moi, je vous avoue que personnellement, ça m'inquiète. Pourquoi justement? Ça m'inquiète parce que, alors, j'ai une petite culture historique comme beaucoup. Si j'aime la politique, il faut quand même s'armer un petit peu d'histoire. Il faut bien vous dire une chose, que Adolf Hitler, il est né, le mouvement politique incarné par Adolf Hitler, il est né au traité de Versailles. Mais aussi avec l'arrivée de la crise de 29, qui a mis l'Allemagne à genoux. Donc, on va dire, le peuple allemand s'est trouvé doublement... il a vécu la double peine, on pourrait dire. Non seulement il devait payer les réparations de guerre de la Première Guerre mondiale, mais aussi il a subi de plein fouet les effets dévastateurs de la crise de 29. Donc tous les courants d'extrême droite se nourrissent du chaos. Et actuellement, c'est une analyse très personnelle, et comme l'impression qu'en France, la scène politique, elle est chaotique, dans un environnement international très instable. Et là, tous les mouvements d'extrême droite, qu'ils soient d'ordre religieux ou politique, de droite ou de gauche, fructifient. Le rassemblement national, il n'est pas isolé. On voit un peu partout en Europe la résurgence de toutes les formes d'extrême droite, comme un petit peu l'actuel gouvernement russe. On peut le taxer quand même d'une sorte d'extrémisme parce qu'il joue avec le feu en maintenant une guerre en Europe, en défiant l'Occident. Et puis les courants d'extrême droite, on va dire, moyen-orientaux, où il y a une dose de religion. Mais si vous grattez un petit peu le vernis, c'est quand même des mouvements radicaux qui ne supportent pas l'adversité, qui ne supportent pas l'altérité. Donc, pour finir, l'extrême droite en France, moi, elle ne m'étonne pas. Moi, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle. Pour finir, moi, je pense que vraiment aucun extrême n'est bon. Et voilà. Après, je ne sais pas quel parti politique serait idéal pour la France, parce que j'ai l'impression que tous ceux qui passent font un peu n'importe quoi ou laissent. On a eu M. Chirac qui a fait 2 mandats, qui n'a pas fait grand chose, mais qui du coup a laissé un peu moins de. Je vais surveiller mon langage de. Moi, je ne trouve pas les mots, mais enfin voilà. Ça va faire 20 ans quoi déjà. Exactement. Et voilà. Mon avis. Je te remercie. Avec plaisir.